que pour pouvoir utiliser leur magie, elles sont obligées de sacrifier un de leurs souvenirs. Donc il fait pas que part de l'océan. Et ça, c'est vrai que c'était intéressant, parce que j'ai aimé, mais c'est pas ce que je recherchais de base. C'est une œuvre à prendre vraiment avec des pincettes et avec précaution, qui parle vraiment de sujets très dérangeants. Elle a une force remarquable d'esprit. Moi, j'aime bien les héroïnes fortes avec du caractère. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tous les mois, notre petit rendez-vous mensuel sur ma lecture de livres. Donc là, c'est sur ma lecture de livres de mars. J'en ai lu 5. Je vous le dis dès à présent, je pense que mon objectif de lire 100 livres ne sera pas envisageable. Parce qu'en fait, je me rends compte que par mois, en fait, j'arrive à lire à peu près un livre par semaine, voire un et demi. En fait, parce que j'ai déjà tellement d'autres choses à faire à côté que j'en ai pas le temps. Je rentre, je suis fatiguée, je veux juste dormir. Je me mets plus la pression des 100 livres. Si j'ai atteint, peut-être que pendant les grandes vacances, j'aurai peut-être plus de temps à donner à mon envie de lire. Mais j'ai pas envie que ce soit une compétition, j'ai pas envie de me brider pour pouvoir en lire le plus possible. Donc juste, je vais slow down et on verra. Peut-être que j'arriverai à lire 100 livres, mais bon, je pense que ça tournera plus vers 50. Commençons par le premier que j'ai lu. J'ai commencé à étiqueter, mais je crois que c'est le seul que j'ai étiqueté, le 9e, donc c'était mon 9e livre, donc en tout, je suis à 13 livres lus cette année. The Things We Forget. Alors, je vous dis tout de suite pourquoi j'avais acheté ce livre, parce que j'en ai absolument pas entendu parler nulle part. C'est à cause de la couverture, que j'ai adorée. Juste là, ça c'est magnifique. Je l'ai noté 3,5 sur 5. Pourquoi? Alors en fait, je pense que c'est compliqué de commencer un nouveau livre après le dernier livre que j'ai lu au mois de février sur le livre qui refusait de brûler, et pour moi c'était tellement une claque que voilà, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué énormément. En fait, le livre était écrit quand même, c'était vraiment une littérature, une écriture très simple, bien qu'il y ait des plot twists, bien qu'il y ait quand même des choses où j'étais en mode what? Ça me paraissait quand même très linéaire. Donc c'est vrai que je suis peut-être un petit peu dure dans ma notation, parce qu'en vrai il était excellent, hein. Franchement j'ai passé un très bon moment, je me suis attachée au personnage, etc. Mais juste voilà, il y a mieux. Je vais vous lire ma petite critique. Une lecture bien plus tranquille, la narration est simple, tout comme l'écriture. Cependant, je tiens à préciser qu'il y a un élément, qui m'a dérangée tout au long de ma lecture, la présence d'un personnage non genré. Attendez avant de vous emballer. La présence d'un personnage non genré qui oblige dans la traduction française à ajouter des formulations comme il, elle à presque chaque phrase, ce qui coupait un peu la fluidité. En anglais, la lecture doit être largement plus agréable. Il y a de bons retournements de situation et des plot twists que je n'ai pas vu venir. J'ai aussi décidé que la protagoniste s'appellerait Calliope et non Calliope. Cela sonnait beaucoup mieux dans ma tête. J'ai hâte de découvrir la suite à sa sortie. Alors, en fait, oui, il y a un personnage non genré. C'était pas tant dérangeant, c'est juste que ça me coupait vachement dans la lecture. En fait, c'est juste le temps de s'y habituer, je pense. Parce qu'après, à la fin de la lecture, franchement, ça allait, je faisais même plus gaffe. Mais c'était vraiment juste au début, peut-être aussi, on n'a pas l'habitude en fait d'avoir des personnages non genrés. Mais c'est vrai qu'en français, on n'a pas vraiment d'éléments de traduction pour pouvoir nommer et parler de personnages non genrés. Pour vous faire un résumé, c'est l'histoire d'une fille qui a 2 autres sœurs, donc c'est 3 sœurs sorcières. On le sait dès le début, même au titre, que pour pouvoir utiliser leur magie, elles sont obligées de sacrifier un de leurs souvenirs. Et bref, donc là en fait, il y a toute une histoire autour de ça, c'est hyper intéressant. Il y a une confrontation avec aussi un autre type de sorcellerie. Évidemment, il y a une romance. Il y a un peu, vous savez, j'aime pas dire ça pour nommer ce genre de littérature parce qu'on n'en est pas à ce stade, mais il y a un peu cette impression de enemies to lovers sur le papier. Vous savez, ils sont pas tellement ennemis. Ça fait un peu l'impression enemies to lovers, mais pas tellement, parce qu'on n'est pas sur des francs ennemis. Ne vous attendez pas non plus à une slow burn, parce qu'en fait, ça va quand même très vite, je trouve. Surtout, j'ai hâte de la suite parce que franchement, la fin, elle est insane. La fin, elle vaut tout le livre. Je vais vous lire aussi mes petites citations que j'ai gardées qui, je pense, représentent très bien cette lecture. Des étincelles commencèrent à jaillir alors qu'il absorbait la magie qui lui était envoyée. La pièce illuminée de nuances émeraude et saphir. Une autre citation. Tu as passé ta vie à sacrifier tes souvenirs. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu affrontes tes propres peurs, que tu vives une vie qui vaille la peine d'être remémorée? Une autre. J'ai jeté mes souvenirs aux oubliettes pour de la magie parce que c'était plus facile d'oublier que de me rappeler que je ne valais pas la peine qu'on reste pour moi. Et une dernière, je dirais bien, je pourrais mourir pour toi,
murmura-t-il en suivant la ligne de sa joue, de sa mâchoire et de ses lèvres. Mais à quoi bon? Je pourrais vivre pour toi. Banger cette phrase. Banger. On passe à la lecture suivante, la sagesse des océans. Pourquoi ce livre? Déjà, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je voulais absolument lire au moins un livre par mois intelligent. Bien que je ne présume pas que ce n'est pas intelligent, les autres livres, mais vous voyez des livres qui m'apprennent réellement des informations réelles sur notre monde. Donc en fait, je suis allée dans le rayon océan, marin, etc. parce que j'adore cet univers. Depuis le lycée, j'ai emprunté un nombre incalculable de livres d'aventuriers marins, de chercheurs, etc. En fait, c'est ça que je recherchais. Et en fait, j'ai vu ce livre qui était dans le rayon, je me suis dit « Ah, trop bien !» J'ai feuilleté rapidement, j'ai vu qu'il y avait des petites images, je me suis dit « Allez, go !» Pas du tout le genre de livre sur lequel je pensais tomber. Je vais vous lire ma petite critique pour que vous puissiez comprendre. Lorsque j'ai choisi ce livre à la FNAC, je cherchais un ouvrage sur les océans, en particulier sur les animaux qui les peuplent. Au début de ma lecture, j'étais un peu déçue. Je m'attendais à un récit d'aventure, presque un carnet de voyage d'explorateurs des mers. Or, il s'agit en réalité d'un livre très introspectif, proche de l'autobiographie, centré sur l'auteur et sa relation à l'océan. J'étais donc assez dubitatif au départ, mais au fil des pages, ce fut une belle surprise. J'y ai appris des choses très intéressantes et surtout découvert le parcours d'un homme passionné, ainsi qu'une évolution de son lien avec l'océan, parfois de manière inattendue et pas toujours positive. Le seul bémol concerne peut-être le point de vue de l'auteur, sur la disparition de certaines espèces liées au changement climatique. Son scepticisme, notamment l'idée que toutes les espèces finiront par s'adapter, m'a laissé perplexe et je ne partage pas vraiment cet avis. Bon, je reviendrai sur la fin de ma petite critique. J'ai noté ce livre 3 sur 5 parce que j'y a des moments où réellement j'étais en mode ouais, j'adore ce que je lis, et d'autres moments pas tellement. Il n'y avait pas que l'aspect aussi lié à l'océan, il y avait aussi beaucoup, je pense, un tiers du livre sur juste sa relation à la nature en général. Donc il fait pas que part de l'océan. Et ça, c'est vrai que c'était intéressant, parce que j'ai aimé, mais c'est pas ce que je recherchais de base dans cette lecture de livre. Donc j'aurais dû plus me renseigner. Et pour revenir sur la fin de ce que je dis dans ma critique, c'est qu'en fait, il fait part à l'intérieur que toutes les espèces sont capables de s'adapter à leur environnement, que il a pu être observateur de nombreux comportements animaliers qui prouvent que les animaux peuvent s'adapter à un environnement qui change. En soi, il a pas tort, mais en fait, c'est la façon dont il a amené la chose et son scepticisme vraiment marqué, parce qu'il le dit vraiment à un moment dans son livre que oui, le changement climatique ne fera pas disparaître les espèces, c'est pas les humains qui feront disparaître les espèces, elles vont s'adapter, voilà. En résumé, pour lui, tout le monde va s'adapter. Sachant que juste avant, le mois d'avant, j'avais lu justement un livre sur le changement climatique. C'était assez contradictoire, donc bon, j'étais un peu perdue. Mais sinon, c'était bien, en vrai, c'était intéressant. Hein. Par contre, et ça, je tiens à préciser que sur les livres comme ça, il manque énormément d'images, parce que là, il y avait trois images, c'est tout. Mais par exemple, il a parlé un nombre calculable de personnes, de célébrités, d'espèces particulières. Il vit en Afrique du Sud. Et en fait, il a parlé aussi de choses très traditionnelles que je ne connais pas. Donc en fait, j'ai passé mon temps à être sur Google, à rechercher à quoi ressemblait tel instrument, à quoi ressemblait telle célébrité. Et je l'ai dit la même chose pour les autres livres que j'ai lus comme ça, dans le même type instructeur. Je vais vous lire, j'ai quelques citations qui sont très intéressantes et un peu what the fuck, en vrai. Il dit à un moment dans son livre « Je suis une grenouille, araignée, libellule, je suis une galaxie et vous aussi. » Voilà, son côté très introspectif se révèle dans cette phrase. Hein. Mais pour la comprendre, faut lire le livre parce que elle sort pas de nulle part. Ça, c'est très intéressant. Franchement, j'ai adoré son point de vue sur ce sujet. En fait, il faut savoir qu'il a fait un documentaire sur les pieuvres. Je sais pas, je crois que c'est sur Netflix. Vous êtes peut-être tombé dessus. Voilà, il a eu un Oscar du meilleur film documentaire. La sagesse de la pieuvre. Voilà, en fait, à un moment, il parle de son ressenti, de comment il a vécu cette célébrité entre guillemets, parce qu'il est passé vraiment de celui derrière la caméra à celui complètement devant, sous les projecteurs. Et en fait, il dit à un moment dans son livre « J'avais vécu ces expériences intimes de vulnérabilité quasi sacrée et voilà qu'à présent des millions de gens les consommaient. C'était comme si mon âme avait été fracturée en des millions d'éclats qui s'étaient transportés dans des postes de télévision un peu partout dans le monde. Sauf qu'aucun de ces éclats n'était vraiment moi. » En fait, je trouve ça vraiment intéressant. Il a tellement mal vécu qu'il est tombé dans une sorte de torpeur, de dépression, où franchement il était capable de plus rien du tout. C'était tellement intéressant et à la fois très touchant.
On passe à la lecture suivante qui a été Les liaisons dangereuses de Laclos. Voilà, un grand classique de la littérature française. Il faut savoir que je ne l'avais jamais lu auparavant. On a commencé le stage par finir par la séquence en cours de la tutrice de stage qui était sur les liaisons dangereuses. Donc en fait, ça me paraissait invraisemblable de ne pas lire le livre. Parce qu'imaginons, j'ai des élèves qui me posent des questions et je suis pas capable de répondre. Allez, ça m'a paru évident de devoir le lire. Et en fait, c'était une grande surprise. J'avais un peu peur que ça soit un petit peu chiant en fait, très honnêtement. Et au final, j'ai mis 5 sur 5. Et en fait, c'est un peu une histoire racontée à travers des correspondances, voilà, des lettres envoyées. Justement, c'est un peu des pensées assez très pervers d'une marquise, d'un vicomte. Je vous dis, pour moi, je trouvais que c'était vraiment des conversations, vraiment de la manipulation pure et très dérangeante à certains moments. Je vais vous lire ma petite revue. J'ai dû lire ce livre dans le cadre de la préparation d'un cours pour des élèves de seconde et je dois dire que je m'étonne de ne pas l'avoir découvert plus tôt. J'ai tout simplement adoré, clairement pas un classique pour rien. Le choix d'une narration entièrement construite à travers des lettres et d'une modernité et d'une intelligence remarquable, d'autant plus que quand on se rappelle que l'œuvre a été publiée en 1782, donc vraiment 18e siècle. Derrière cette fiction, on trouve une véritable critique de la société, fine et incisive, notamment sur les rapports de pouvoir, la séduction et l'hypocrisie sociale. La manipulation est véritablement au cœur du roman, portée par des personnages aussi fascinants que dérangeants. Cependant, je tiens à souligner que certains passages peuvent être perturbants, en particulier pour des élèves sensibles. Certaines situations, notamment autour du personnage de Cécile, évoquent des formes de contrainte et de violence qui méritent d'être abordées avec précaution dans un cadre pédagogique. Une œuvre marquante, brillante, mais qui demande un accompagnement pour en saisir toute la portée. Oui, en effet, et moi c'est vrai que ça m'a pas choquée parce que oui, mais je pense que pour des élèves fragiles et des élèves sensibles et surtout à un si jeune âge, c'est une œuvre à prendre vraiment avec des pincettes et avec précaution, qui parle vraiment de sujets très dérangeants. On parle vraiment quand même de violences sexuelles, d'abus de pouvoir. Et je crois que j'avais marqué une citation. Donc il me semble de mémoire que ça s'est tiré d'une lettre du vicomte envoyée à Merteuil, donc la marquise, qui dit « J'occupe mon loisir en rêvant au moyen de reprendre sur mon ingrate les avantages que j'ai perdus, et aussi à composer une espèce de catéchisme de débauche à l'usage de mon écolière. » Il parle de Cécile, qui, il me semble, a 15 ans, enfin qui est très jeune, hein. On se rend compte à quel point c'est dérangeant. Passons par la crème de la crème de la crème. Gros coup de cœur de ce mois. Voilà mon livre favori du mois. Franchement, je l'ai acheté. La couverture, le livre, la beauté du livre. Encore une fois, voilà. Et je comprends pas. En fait, franchement. Vous voyez ce que ce livre m'a donné envie de quoi? Ce livre m'a donné envie de me lancer sur TikTok et faire des critiques de livres. Enfin, vous parler de livres, etc. Parce qu'en fait, franchement, je n'ai vu personne en parler et je suis choquée. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai cherché sur internet, je vous le jure qu'il y a personne qui en parle. Alors que c'est un banger. Vous imaginez bien que j'ai mis 5 sur 5, coup de cœur. Pour vous faire un petit résumé, on est, il me semble, je sais pas ça sera en combien de volumes, mais possiblement 4, parce qu'en fait, c'est centré sur un peu 4 pouvoirs différents. Donc je me dis que possiblement 4. Déjà, en fait, on est vraiment sur un monde où il y a la présence de fées et la présence d'humains et les humains qui détruisent les fées. Ça m'a fait énormément penser aussi à tout ce qui est colonisation, destruction de masse de population. Au début, j'ai cru que j'étais sur du enemies to lover, mais non, parce qu'en fait, très vite, la relation entre les deux protagonistes sont clarifiées. Donc en fait, on n'est pas clairement sur du enemies to lover, mais plutôt sur, sur du slow burn. En fait, j'ai adoré comment l'univers était construit. Je vais vous lire ce que j'ai écrit dessus. Gros coup de cœur, j'ai passé un excellent moment de lecture, notamment grâce à des personnages vraiment attachants. J'avais un peu peur de tomber encore une fois sur une héroïne fragile, dépendante d'un sauveur, mais pas du tout. Et ça a été une très bonne surprise, l'héroïne est bien construite, ce qui rend l'histoire encore plus agréable à suivre. En tant que grande fan de romantasy, ce livre cochait déjà beaucoup de cases pour moi. Au début, je pensais me diriger vers un schéma classique d'enemies to lover, mais au fil des pages, on comprend que ce n'est pas exactement ça. On est davantage sur un slow burn, ce que j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi aimé la construction de l'univers immersif sans être trop lourde, et maintenant je n'ai qu'une hâte de découvrir la suite qui en plus sort bientôt, il me semble qu'elle sort en mai. L'héroïne, franchement, au début, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est la petite femme. Parce qu'en fait, elle est décrite vraiment au début. Et un peu tout le long par un être très frêle, très fragile, un peu qui aurait besoin d'être sauvé par un grand homme fort, vous voyez.
En fait, absolument pas du tout. Elle a une force remarquable d'esprit. Moi, j'aime bien les héroïnes fortes avec du caractère. Et en tout cas, je l'ai pas précisé, mais c'est le cas aussi pour le premier livre que j'ai lu là du mois, The Things We Forget. On est aussi sur une héroïne très forte avec beaucoup de caractère. Oui, des citations que j'ai pu écrire. Pour anéantir une race, il ne suffit pas de tuer son peuple, il faut tuer sa musique, ses œuvres d'art, son architecture, ses coutumes, ses traditions, ses religions. Il faut éradiquer la beauté pour que seule l'horreur reste dans les mémoires de ceux qui vivent après. Ensuite, et si je m'effondre à la vue de la lame de ma dague, tachée de sang, séchée, et si je la plonge dans le premier ruisseau venu, frottant mes mains dans l'eau, glacée jusqu'à ce que toute trace de sang soit effacée, et si je continue à frotter même lorsque la lame est parfaitement propre, cessant uniquement lorsque ma main glisse et que je me fais une profonde entaille dans la paume. Une autre, j'ai besoin de plus que ça, plus de tout, plus de peau, plus de chaleur, plus de feu dans mon sang. Ainsi que la dernière citation que je vais vous lire, c'est « La guerre », je murmure. « La guerre », confirme-t-il. Sinon, je l'ai pas précisé, mais pour les scènes un peu spicy, oui, il y en a. Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, parce que vu qu'on est sur un slow burn, voilà, vous imaginez bien que ça met du temps à venir, quoi. Et les gars, juste allez le lire. Si vous l'avez lu, je vous en supplie, mais parlez-en moi en commentaire. Ouais, bon, j'ai lu Tamango, j'ai noté... Très rapidement, j'ai noté 2 sur 5. Je n'ai pas fait de critique, il me semble pas... Ouais, j'ai juste dit... Nouvelle lue dans le cadre de la création d'une séquence sur l'altérité pour des élèves de seconde, intéressant pour parler du commerce triangulaire et saisir tous les enjeux. Voilà ce que j'ai dit. Bon voilà, franchement, c'était lu en genre 1 heure. Il y a vraiment 40-50 pages. C'est l'histoire d'un chef de tribu, entre guillemets, donc lui-même homme noir qui vend des esclaves à des hommes blancs. Et en fait, au final, par mégarde, il finit par vendre sa femme. Et en fait, il essaye de la récupérer. Il se fait ainsi lui-même devenir esclave sur le bateau. Donc, il y aura toute une révolte contre les blancs, blablabla, blablabla, voilà. Je ne vais pas vous faire ma pile à lire du mois d'avril parce que je ne sais pas encore ce que je vais lire très complètement. J'ai commencé à lire quelques livres parce que oui, bah là quand je vous tourne la vidéo, on est déjà début avril, mais je me laisse les portes ouvertes. Et je sais tout. Et je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.